Allez, c'est parti. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bibliothèque RH, le rendez-vous dédié aux ouvrages qui font avancer la fonction des ressources humaines et plus largement qui transforment notre rapport au travail. Aujourd'hui, nous allons parler de Personne n'aime les RH et il est temps que ça change, publié aux éditions EMS. Un titre peut-être volontairement provocateur, mais pour un livre qui interroge en profondeur le paradoxe que nous connaissons tous au quotidien, une fonction RH qui est jugée comme essentielle, mais qui pour autant est souvent perçue comme distante, bureaucratique, voire considérée comme le bras armé de la direction. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Rebecca Renverso, cofondatrice de Tomorrow Theory, un studio d'innovation RH, et co-auteur de l'ouvrage qui, à travers ce livre, nous propose un diagnostic lucide et engagé et constructif, nourri de plusieurs, de plus de 50 entretiens et de situations vécues qu'elle a décryptées avec Gaspard Tertré, donc co-auteur avec elle de cet ouvrage. Ensemble, nous allons questionner donc cette image parfois un peu caricaturale, voire beaucoup des RH, chercher à comprendre d'où vient ce désamour et surtout voir comment réinventer cette fonction pour qu'elle soit pleinement alignée avec les enjeux humains, éthiques et organisationnels d'aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer dans le chat et nous y répondrons avec Rebecca, soit au fil de l'échange, soit on prendra quelques minutes à la fin de ce webinaire pour revenir vers vous. Rebecca, bonjour et merci d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Bonjour Jessica, bonjour à toutes et tous. Je suis Rebecca Renverso, cofondatrice de Tomorrow Theory, studio d'innovation RH. Je suis passionnée par la psychologie, qu'elle touche l'être humain de tous les jours ou alors les criminels notoires. J'aime la couture et chez Tomorrow, je suis en charge de majoritairement l'opérationnel et aussi d'intervenir sur l'ensemble des missions qui consistent à accompagner les entreprises dans leur transformation quaternaire, donc sur tous les domaines, que ce soit technologique, non technologique ou sociétal. Super, je vous remercie. Alors pour cet échange, donc j'ai prévu un petit peu moins d'une dizaine de questions. Et pour la première, donc je voudrais revenir sur votre avant-propos. Vous y évoquez en fait justement vos propres mauvaises expériences avec des professionnels des ressources humaines. Alors, je me demande qu'est-ce qui vous a poussé finalement à transformer ce vécu en un sujet de réflexion collective ? C'est vrai. Alors, en fait, c'est assez particulier parce que historiquement, avant Tomorrow, j'ai pas eu d'expérience hyper reluisante avec la fonction RH. Majoritairement. Je dis majoritairement parce que j'en ai quand même eu une qui m'a beaucoup marquée, une RH qui a su venir m'aider en dehors de ses horaires, et on sentait bien qu'elle était coincée puisqu'elle m'a appelé sur mon portable à 19h pour me dire « vous inquiétez pas, ils peuvent rien vous faire, vous êtes dans votre bon droit ». Et en fait, je remercie cette dame qui m'a sauvé la vie. Mais ça m'a un peu surprise en fait qu'une personne soit obligée en fait de sortir de son poste pour pouvoir en fait m'appeler et me protéger. Et donc, en fait, pourquoi ce livre ? On en a discuté avec Gaspard et on voulait écrire un bouquin ensemble. Et l'idée, c'était de se dire, bon, on écrit un bouquin qui puisse parler aussi à Tomorrow et à sa communauté. Et on a été déjeuner et on a passé globalement notre historique au peigne fin pour essayer de voir ce qu'on avait en commun et ce qui nous animait tous les deux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux des mauvaises expériences, majoritairement avec les RH avant Tomorrow. Et c'est là où il s'écrit, et de toute façon, personne n'aime les RH. Et donc, on éclate de rire, on s'est dit, ça y est, on a le titre. Et maintenant, tout le jeu va être de construire quelque chose autour de ça pour essayer justement de comprendre et de voir comment on peut les accompagner sur le fait de redorer leur image. D'accord, merci. Donc, dans votre ouvrage, il décompose en deux parties. Hein. On a une partie voilà, plus réflexion et mise en contexte, état des lieux, et une seconde partie sur laquelle nous reviendrons, donc, qui elle, vient décrypter en fait des situations qui ont été vécues, qu'on vous a rapportées à travers les différents entretiens que vous avez menés. Et donc, dans la première partie, vous analysez d'abord en profondeur
le phénomène de défiance persistante envers les RH, le fameux RH bashing qui revient, vous le soulignez très justement régulièrement dans les médias, dans la culture, sur les réseaux sociaux et évidemment donc dans les conversations internes en entreprise. Pourquoi, selon vous, cette fonction continue-t-elle en fait à être aussi critiquée, voire caricaturée? Est-ce que c'est une question d'image? Est-ce que c'est une question de posture? Est-ce que c'est leur rôle qui est mal compris? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être un mélange de tout. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le RH bashing donc, existe à la fois sur Internet, dans des articles, dans des témoignages, mais également dans le cinéma. Je pense au film Corporate, par exemple, qui a eu un certain raisonnement auprès de la population RH, dans certaines musiques également. Et donc, en fait, on a l'impression que c'est le RH le plus mauvais, entre guillemets, dans l'histoire de l'entreprise en termes de représentation. Alors que quand on regarde bien, en fait, ce qu'on peut leur reprocher, on peut aussi le reprocher à n'importe quelle direction, en fonction de l'entreprise. Tout le monde, en fait, en tant que manager, a peut-être eu un jour un problème type relationnel avec un autre collaborateur, que ce soit le directeur marketing, le directeur produit, etc. Mais en fait, la fonction RH, probablement que le fait d'avoir RH, ressources humaines, on attend quelque chose en fait d'humain, on attend qu'elle porte quelque chose comme la relation humaine dans l'entreprise, on attend qu'elle soit un petit peu le centre qui fait que ça se passe bien, qu'il y ait de la bonne ambiance, qu'il y ait de l'entente, qu'il y ait de la confiance. Et donc, en fait, c'est presque plus facile finalement d'aller taper sur le RH en disant de toute façon, vous n'êtes pas à la hauteur et puis vous n'êtes pas assez sur le terrain et puis ceci et puis cela. Et donc, en fait, il y a ce côté où comme le RH a pour rôle en fait de s'occuper d'individus, il est à la fois sur deux terrains. Le terrain, je protège les ressources de l'entreprise, mais du point de vue de l'entreprise, et le côté, je protège les ressources de l'entreprise, mais du point de vue de l'employé. Et donc, ça fait que par défaut, la situation est ambiguë. Et donc, du coup, certaines personnes ne savent plus quoi attendre d'un RH ou pas. Et ce qu'on remarque également, c'est que la définition même, l'attente du rôle du RH dans sa globalité est assez différente en fonction de la personne à laquelle on demande, est assez différente en fonction de l'entreprise dans laquelle on va, et même en fonction du RH à qui on demande. Et donc, je pense que ça aide pas non plus dans l'attente, et donc forcément, attente non reconnue, frustration, réputation. D'accord, ok. Est-ce que, enfin, quelles sont, selon vous, les racines en fait de ce rejet Est-ce que c'est une mission qui est aujourd'hui trop difficile à incarner dans les organisations actuelles? En fait, il y a beaucoup de choses qui vont jouer. D'abord, il va y avoir côté entreprise, la position du RH et son rôle. Il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que le RH doit ou pas, le DRH doit ou pas être au COMEX, au CODIR. Okay. Déjà, en fait, moi je pense qu'il doit absolument être au CODIR, parce que, je veux dire, si c'est quelqu'un qui va prendre des décisions sur les ressources d'entreprise, n'oublions pas qu'il n'y a pas d'entreprise sans ressources, en tout cas pas encore. Et globalement, en fait, si on prend des décisions aussi importantes sur la population que fait l'entreprise, cette personne, en fait, doit avoir forcément une voix dans ce CODIR. Par la suite, il y a ce dont l'entreprise a besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un RH qui soit là pour développer en fait ma culture interne? Est-ce que j'ai besoin d'un RH en fait qui va d'abord mener des missions, en fait, il va sortir des mondes parce que je suis en PSE, etc., etc. Après, il va y avoir la personne en elle-même. Je suis DRH, je suis RH, mais pourquoi? Et est-ce que je suis là parce que j'ai envie d'être là? C'est très compliqué, à mon sens, d'être dans un métier qu'on n'a pas choisi. Et ce qu'on voit, en fait, quand on interroge des étudiants, c'est que beaucoup d'entre eux atterrissent, en tout cas ces derniers temps, dans la fonction RH par défaut, parce que c'est la suite logique de leur parcours, parce qu'un jour, ils ont fait un projet SIRH et ça leur a plu, mais en fait, eux-mêmes n'ont pas vraiment la compréhension et la portée de ce que c'est que ce métier et de la complexité qu'il peut y avoir derrière. Je connais personne qui sache réaliser en fait un métier de bunker et de façon parfaite et rigoureuse s'il ne l'aime pas en lui-même. Je ne dis pas que ces personnes n'aiment pas leur métier, mais je dis qu'en fait, il peut y avoir ça qui joue initialement sur le côté, en fait, je suis là, mais je ne sais pas pourquoi je suis là. Et donc, du coup, je ne sais pas trop ce qui est attendu de moi.
Après, il y a toutes ces personnes qui adorent le contact humain et qui adorent aider les gens. Et il faut se dire aussi que parfois, les RH sont des êtres humains. Tout n'est pas forcément de leur faute. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir que l'être humain n'est pas une variable stable. C'est la chose la plus difficile en fait qui puisse exister dans une structure, c'est de manager un être humain. Et parfois, en fait, c'est le collaborateur qui est peut-être pas droit dans ses bottes, qui attend peut-être quelque chose qui n'est pas légitime, etc., qui n'a pas un bon comportement. Et en fait, le RH va être le bouc émissaire parce que cette personne ou ces personnes n'ont pas obtenu ce qu'elles voulaient. Et donc là, il va prendre il ou elle va prendre de plein fouet ce qui va se passer et la réputation va en couler. Puis après, on a le courage managérial. On a l'habitude de dire que les managers sont quand même la première ligne, en fait, finalement, de RH, puisque c'est eux qui managent l'équipe au jour le jour. Mais si ces managers, effectivement, ne sont pas, capables de dire les choses, par exemple, tu n'as pas eu cette promotion parce que, tu n'as pas eu ici parce que, et en fait, si par défaut, il se cache derrière le RH, c'est pas moi, c'est le RH, forcément, le RH récupère une partie qui ne lui appartient pas. Et donc, en fait, il y a tout un tas de choses qui vont jouer en fonction de la situation qui est ou pas reprochable au RH. D'accord, ok. Alors, avant de vous poser ma prochaine question, nous avons donc Laurent Joseph qui vous a fait un petit mot dans le chat. Et nous avons aussi Édouard qui commente en fait votre propos et qui nous dit « Le problème est effectivement que les études RH n'abordent pas assez le côté humain. » C'est vrai. C'est vrai, c'est ce qu'on a vu aussi avec Laurent. Merci beaucoup Laurent d'être là, qui a été interviewé du coup pour le bouquin. Les études RH, en fait, ce qu'on a vu avec Michel Barabel, qu'on a interviewé également dans ce bouquin, c'est qu'en fait, plus ça avance, plus on leur demande beaucoup de compétences en fait en tant qu'RH, ce qui est un petit peu normal puisque plus le périmètre de l'entreprise se déploie, plus la personne qui gère le côté humain, en fait, devrait être un petit peu au courant de ce qui se passe. Et le problème, c'est que si on devait mettre des formations sur toutes ces compétences attendues, il n'y a pas assez d'heures dans la formation RH pour tout couvrir. Et le truc, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on peut couvrir la base? Quelle est la base et comment on fait? Et là où je suis d'accord complètement avec Édouard sur le fait qu'on n'aborde pas le côté humain, j'irais même plus loin, on n'aborde pas le côté psychologique, ou en tout cas pas suffisamment. Alors que je ne vois pas comment, en fait, un RH qui gère du coup les relations humaines, les ressources humaines, n'a pas de notion, en tout cas pour la plupart, en psychologie, justement humaine. D'accord, très clair. Alors, dans votre livre, ça va faire un pont avec un peu la psychologie, justement. Mais dans votre livre, vous abordez aussi le conflit de loyauté que vivent de nombreux RH. Pourquoi ils se retrouvent dans cette position-là et comment est-ce qu'ils peuvent surmonter comment est-ce Le conflit de loyauté, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment je suis entre deux chaises, alors qu'on l'entend souvent, le RH, c'est le bras armé de la direction. Il coupe, il tranche, et puis voilà. Et puis après, le côté RH, je m'occupe des collaborateurs, par exemple, de leur cheminement, leur carrière, leur formation, de les écouter quand ils ont un problème, etc., etc. Et en fait, c'est vrai que cette double mission n'est pas si simple. Et pour moi, il y a une chose qui est absolument fondamentale, c'est la transparence. Là, vous voyez, il y a une loi qui est passée sur la transparence des salaires. Ça va être hyper intéressant parce qu'on va y arriver. Réussir à être transparent ne veut pas dire, en fait, briser la confidentialité. Par contre, quand quelqu'un vient, me demande quelque chose que je ne peux pas lui donner, en fait, au lieu d'essayer de trouver n'importe quelle raison, c'est pas raisonnable et autres, en fait, l'idée, c'est de se dire, je peux pas lui donner, Jessica, je suis désolée, je peux pas, en fait, vous donner ça. Je peux pas vous donner les raisons non plus, c'est confidentiel, et sachez que je suis navrée, on ne pourra pas aller plus loin. Je veux dire, l'être humain, c'est un être qui a besoin de relations sociales, qui a besoin de contact. Et personne n'aime être pris pour un idiot. Et à partir du moment où on est transparent sur la façon dont les choses se passent, sur les process, sur les salaires, sur ce qu'on attend de quelqu'un, et qu'on arrive à mettre des limites, parce que je veux dire, quand quelqu'un vient vous voir pour dire j'ai un problème et vient se confier à vous, le RH quelque part écoute, et s'il y a une alerte à remonter, remonte et gère le problème. Mais il y a aussi le côté, je ne suis pas là pour être en fait votre confident et votre psychologue. Donc savoir aussi mettre la limite dans je suis RH et en fait voici mon périmètre, voici la limite que je m'impose dans la structure et en même temps je suis transparent, ça demande beaucoup de courage. Ça demande aussi du soutien parce qu'un RH ne pourra pas faire ça seul s'il n'a pas le soutien du président /DG de la boîte.
Et également, s'il n'est pas écouté en fait par son codir, et également la possibilité de pouvoir parler en premier. Un RH, encore une fois, sans collaborateur, il n'y a pas d'entreprise. Et le problème, c'est que le business model, entre guillemets, de la direction RH ne fonctionne pas parce qu'on a du mal à dire, voilà la valeur qu'apportent les ressources à l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui, aujourd'hui, est évalué. Donc, quand un RH arrive en fait en codir, on va lui demander son ROI, son turnover, etc., etc. Alors que je pense qu'il va nous manquer quelque chose sur comment on calcule la valeur que mes collaborateurs amènent à l'entreprise. Et à ce moment-là, on pourra parler d'autre chose, sans mettre les collaborateurs dans une case uniquement en ressources de, en fait, on est plus productif, on a vendu tel produit, etc., etc. Et effectivement, je pense que le RH, pour arriver à faire ça, a besoin de courage, a besoin de soutien, et de la part de la direction, et a besoin, en fait, quelque part, on va toucher à quelque chose de très personnel, mais de l'estime de soi. D'accord. Ok. Alors, dans la deuxième partie de votre livre, vous vous êtes focalisé donc sur le partage et l'analyse de situations réelles pour la fonction RH. Vous avez écrit 18 chapitres pour couvrir un périmètre assez vaste et partager finalement des retours d'expérience, par exemple sur l'engagement collaborateur, sur la gestion de la performance, sur la QVCT. Vous abordez aussi, par exemple, les relations avec les syndicats ou moins sympas, les plans sociaux, etc., etc. Enfin, vous avez couvert vraiment beaucoup de sujets de la fonction RH. Et en ce sens, donc, vous nous expliquez dès le début de votre livre avoir donc réalisé une cinquantaine d'entretiens et collecté plus de 200 histoires vécues en de situations réelles. Alors, j'imagine que certaines vous ont peut-être marqué plus que d'autres, mais s'il n'y en avait qu'une à nous partager aujourd'hui, de quel sujet voudriez-vous nous parler ? C'est vrai, ça fait beaucoup d'histoires. Les 50, c'est des témoignages en direct qu'on a eus, donc au moins plus d'une histoire par personne, positive comme moins positive. Les 200 témoignages écrits, c'est 200 témoignages plus ou moins anonymes en fonction de ce que la personne voulait, avec aussi plusieurs histoires positives ou non. Si je devais en raconter une seule qui m'a marquée, positive ou négative, parce qu'en fait, sur les 200, je vous laisse le choix. Je vais en prendre une positive. Allez. Ok. C'est une DRH qu'on a eu en entretien et qui raconte que je crois que c'était un plan de départ volontaire. Un plan de départ volontaire, et donc les personnes arrivent pour dire bon ben moi je veux partir effectivement, donc ça se négocie, etc., etc. Et il y a 2 personnes qui sont arrivées, pas en même temps, mais dans son bureau, en fait, pour lesquelles elle avait un doute sur le fait que ce plan de départ volontaire soit pertinent pour ces personnes, et en fait, elle s'y est opposée. Et je trouve ça hyper courageux parce que moi, en tant que personne, je viens et je dis il y a un plan de départ volontaire, je veux être dedans, je veux partir et j'ai d'autres ambitions. Et la personne qui est en face de moi, qui est responsable des ressources humaines de l'entreprise, vient me dire non, je ne te mets pas dedans parce que, en fait, voilà ce qui se passe. Les raisons pour lesquelles tu veux que je te mette dedans ne sont pas les bonnes. Et en fait, quelque part, je crois qu'il y avait une personne qui avait son conjoint qui travaillait et qui se dit du coup, je rentre dans le plan de départ volontaire et l'autre va subvenir à mes besoins. Et puis, de toute façon, je vais avoir un forfait négocié. Et en fait, il dit c'est pas la meilleure option pour toi parce qu'en fait, tu vas dépendre financièrement de quelqu'un. Et dans la vie, dépendre financièrement de quelqu'un n'est pas synonyme de liberté et synonyme d'enfermement. Et je ne peux pas, en fait, te laisser prendre ce risque-là. Et en fait, certains peuvent dire que c'est hyper intrusif parce que c'est sa décision personnelle à la personne de partir. Et en même temps, c'est une façon de protéger la ressource d'un mauvais choix qu'elle pourrait faire parce qu'elle a eu des signaux, en fait, du terrain de, en fait, cette personne. Et donc, la volonté était aussi de la protéger, elle, presque contre elle-même.
D'accord, ok. Parmi toutes les thématiques que vous avez abordées dans ces 18 chapitres, voilà, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure, mais il y a aussi, par exemple, le management toxique, le télétravail, etc. Lesquels vous semblent les plus représentatifs des défis RH aujourd'hui? Aujourd'hui, le plus représentatif des défis RH, on est forcément par rapport à l'actualité sur les nouveaux modes de travail. On le voit en ce moment, beaucoup d'entreprises demandent de revenir au bureau. Et Ouais. donc, du coup, ça va être quelque chose à gérer sur les RH. Et comme je disais tout à l'heure, la transparence. Pourquoi est-ce qu'on revient ? Pourquoi est-ce qu'on revient ? Est-ce que c'est le coût des locaux ? Est-ce que c'est un besoin de contrôle sur l'activité ? Est-ce que c'est un plan de départ déguisé ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Donc ça va être intéressant aussi à voir. Ensuite, il y a la QVCT est un sujet hyper intéressant parce que la qualité de vie et les conditions de travail, on va toucher au bien-être des salariés. Et qu'est-ce que le bien-être des salariés ? Est-ce que c'est le fait d'avoir une corbeille de fruits et d'avoir un baby-foot ? Est-ce que c'est le fait que les personnes se sentent écoutées et le droit à déconnexion, etc. Est-ce que ces personnes arrivent à déconnecter ? Donc en fait, il y a tout ça qui est hyper important, notamment avec l'avènement de l'IA et tous les risques éthiques qu'on ne voit pas encore venir forcément sur l'utilisation d'un tel outil, notamment la pression de la productivité, je dois utiliser l'IA parce qu'on me l'a donné, etc., et que les RH devront à un moment donné prendre en main. Sur le troisième volet, il y a tellement de sujets, je dirais aussi le côté remontée d'alerte. Je pense notamment à tous les procès qui arrivent en ce moment sur Ubisoft, en se disant que j'ai eu un témoignage aussi d'un RH et c'était assez marquant parce que malheureusement on est en entretien avec des personnes mais on n'est pas forcément aligné avec ce qu'ils disent. Et j'avais en fait cette personne qui me disait oui, un jour j'ai eu une remontée d'alerte d'une femme qui disait être harcelée. Et bon, il n'y avait rien dedans, elle s'est fait des idées. Je trouve que la façon d'en parler même n'est pas correcte. Et donc, en fait, ça, c'est aussi quelque chose de très particulier et qui nécessite du courage parce que quand le ou la RH n'est pas forcément soutenu par la direction, quand la personne qui est accusée de harcèlement, c'est une personne qui a un pouvoir d'influence dans la structure, une personne qu'on ne peut pas sortir, c'est très compliqué parce que l'idée, c'est quand même de protéger la personne qui est victime, ou en tout cas présumée victime depuis le début, et de pouvoir en fait faire des choses bien. Et je pense que c'est un sujet très délicat, malgré de très nombreuses procédures qui existent dessus et pas mal d'entreprises quand même qui ont des bonnes pratiques. Je pense que, encore une fois, comme on a deux personnes différentes qui finalement sont l'une face à l'autre, c'est parole contre parole quand on n'a pas les preuves. Et vu ce qui se passe, notamment le fait de ne pas être forcément écouté, on ne remonte pas à la situation parce qu'on se dit la personne, la RH ne pourra rien pour moi. Je pense que c'est un des sujets les plus délicats à gérer et donc je le mettrai dans le top 3. D'accord, ok. Très clair, merci. Alors, dans votre... c'était pas dans l'avant-propos, mais c'est au tout début de votre livre, vous faites un avertissement et vous faites preuve de transparence en indiquant notamment que vous avez utilisé les outils d'intelligence artificielle comme copilote dans la rédaction de votre livre. Une transparence qui finalement m'amène à vous poser deux questions. La première, c'est est-ce que vous pouvez expliquer ce choix ? Et la seconde, pour faire un parallèle avec la digitalisation des ressources humaines, pouvez-vous nous donner voilà, votre avis sur le fait que, enfin, sur la question que tout le monde se pose sur l'IA, c'est est-ce que ça représente un risque ou une opportunité, au contraire, pour réhumaniser la fonction RH et faire en sorte que tout le monde aime un peu plus les RH. C'est une très bonne question. On a effectivement utilisé de l'IA parce que on avait beaucoup d'histoires et on voulait en mettre un maximum globalement. Et il y a tellement de thématiques qui sortaient qu'on avait besoin d'aide pour les catégoriser et en avoir que 18. Et donc, on a beaucoup travaillé avec l'IA sur
regroupe-moi les histoires et trouve-moi 18 thématiques maximum et en fait challenger les thématiques et comment tu répartirais les histoires qui ont toutes été anonymisées pour l'IA, comment tu les répartirais globalement et en fait on a contrôlé à la main toute la répartition pour être sûr qu'une histoire était prise en compte mais pas répétée, etc., etc. Donc ça a été quand même un gros travail et comme on était deux, il y a aussi beaucoup d'harmonisation à faire sur le fait qu'on ait les mêmes prompts, qu'on ait les mêmes réponses, etc. Et avec l'IA, on a quand même une certaine facilité à traiter beaucoup d'informations plus rapidement que si on le faisait à la main. Oui. Donc c'était ce choix et notamment puisque dans la deuxième partie, quand on a écrit ces histoires qui sont vraies mais qui sont du coup toutes mélangées, justement pour aussi conserver l'anonymat de ce qui se passe, on a aussi utilisé l'IA pour réécrire les histoires en se disant ok, mais qu'est-ce que ça donnerait si tout se passait bien? Et donc, on avait besoin, en fait, d'une certaine projection sur un format qu'on aime bien, qui s'appelle Echoes of Tomorrow. Et on a à cœur de montrer que c'est pas parce qu'on utilise l'IA qu'on triche, en fait. Je veux dire, le livre, on l'a pensé, on l'a réfléchi, on a choisi sa structure, on a choisi délibérément de ne pas refaire l'histoire de la direction RH, mais de partir directement sur un diagnostic. On a choisi de citer des auteurs qui étaient déjà partis sur cette histoire très bien. Et en fait, voilà, on a choisi nos combats, on en a beaucoup discuté. On a interviewé beaucoup de personnes qui nous tiennent à cœur. C'était absolument formidable et très riche. Et en fait, on a aussi décidé d'assumer d'avoir utilisé de l'IA parce qu'on travaille dedans et parce que en fait, ça reste un outil. Et il est ce qu'on en fait. Donc, globalement, nous, ça fait partie de nos valeurs que de dire les choses. Et oui, on l'a utilisé. Et oui, on l'a prévenu. Mais oui, on avait des bonnes pratiques aussi sur la confidentialité de ce qui s'est passé, etc., etc. Pour la suite, effectivement, dans la conclusion, on va aborder pas mal de choses. En fait, chacune des histoires, donc la façon dont elle est structurée, il y a toujours une histoire avec un prologue, ce qui s'est passé, donc des personnages fictifs. Puis après, on a un concept qu'on décrypte en fonction de la thématique. Après, on a des axes qu'on donne. Au début, on voulait vraiment rédiger quelque chose pour donner des conseils et amener en fait sur un terrain de réflexion. Après, je vais être très, très honnête, on était limité par le nombre de caractères dans le bouquin. Donc, on n'a pas pu aller beaucoup plus loin sur vraiment le pratico-pratique. On a dû effectivement faire des choix sur qu'est-ce qui était important pour ce bouquin-là. Donc, on a mis quelques axes de réflexion et par la suite, l'autre histoire. Mais on va développer un peu ces axes de réflexion dans la conclusion, justement, où l'IA est un formidable outil. Et nous, ce qu'on pense, c'est que les RH devront être porteurs en fait, de cette transformation qui va être absolument structurante pour l'entreprise. Et aujourd'hui, utiliser l'IA, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le dire. Il y a beaucoup de personnes qui disent « moi, je suis fière d'avoir écrit un article sans l'IA, super ». Est-ce que vraiment, j'ai envie de dire, moi, je suis fière en fait, d'être arrivée à destination sans avoir utilisé Google Maps? Je ne sais pas. C'est un outil, c'est à disposition. Je ne vois pas pourquoi je devrais avoir honte de l'utiliser. J'ai vraiment besoin de décomplexer par rapport à ça. Par contre, l'utiliser, c'est aussi bien l'utiliser. C'est aussi l'utiliser avec une prise de recul, c'est aussi l'utiliser en sachant ce que c'est et à quoi je peux m'attendre, en sachant que l'outil est biaisé, que je suis biaisée et qu'il va falloir en fait prendre des précautions, que l'outil dit pas toujours la vérité et donc du coup en fait contrôler ce qui se passe. Mais ça n'empêche que c'est quand même assez agréable d'avoir quelque chose qui nous permet d'être une version augmentée de nous-mêmes et nous challenger dans ce qu'on fait. Oui. Donc l'IA peut effectivement aider la direction RH, mais même toute autre direction, parce qu'en fait en prenant des tâches d'automatisation. Moi, je vois en ce moment, je développe des agents pour ma propre utilisation. C'est absolument formidable sur ces tâches que je n'ai pas forcément envie de faire tous les jours. Et pour autant, je garde un contrôle dessus a posteriori. Et ça me permet de me concentrer justement sur autre chose où j'ai l'impression d'avoir plus de valeur. Je veux dire, par exemple, un truc tout bête, c'est que là, je suis en train de faire un agent pour trier ma boîte mail en fonction du type de mail qui arrive et après m'envoyer un compte-rendu sur ce qui a été fait dans la journée en termes de tri. Et si je veux aller voir les mails manuellement, j'y vais. Donc, je trouve que c'est absolument génial. Ça me permet juste de regarder le compte-rendu et de décider si je vais passer du temps à lire tel ou tel article plutôt que de regarder ma boîte et me dire oh, j'ai 109 mails à trier ce matin et le faire manuellement et perdre une demi-heure en fait à voir quels sont les mails importants de ma boîte mail. Ok, très clair. Et alors, pour conclure, ma dernière question, alors, elle peut paraître simple en apparence, mais c'est peut-être la plus difficile de tout l'échange. Pourquoi, selon vous, les professionnels RH, mais
pas uniquement eux, devraient lire « Personne n'aime les RH et il est temps que ça change ». Je dirais parce que toutes ces histoires sont vraies et qu'il y a quand même une certaine réalité terrain dont j'aurais aimé que beaucoup plus de monde soit conscient sur ce qui se passe. Il y a des histoires, on a parlé tout à l'heure de celle qui m'a marquée qui était positive, il y a des histoires hyper trash. Et c'est hyper dur en fait quand quelqu'un vous raconte ça de rester serein et sur le bien-être des collaborateurs ou même du RH. Pour les RH, c'est important en fait de lire ça parce que tout n'est pas toujours de leur faute et c'est hyper important de dire ça aussi. On a un biais naturel en tant qu'être humain de retenir toujours le mauvais côté des choses, c'est le biais de négativité, alors qu'en fait il y a des personnes absolument formidables qui ont le cœur sur la main et comme on retient toujours le côté négatif, on leur reproche toujours plein de choses. Par contre, on les félicite jamais quand les choses sont bien faites. Je veux dire, qui est-ce qui a été voir son responsable de paye pour dire super, merci, ça fait un an que tu as fait ma fiche de paye sans erreur. Pourtant, c'est pas la chose la plus simple. Donc, je pense qu'il faut aussi se dire que personne n'est parfait et que malheureusement, c'est une direction qui prend beaucoup la lumière et on devrait tous respectivement se demander pourquoi. Et aussi pour se dire que le RH, et on le voit sortir en ce moment beaucoup, est quand même un dirigeant qui est relativement seul, du DRH notamment, parce que le RH, le DRH, ils ont la population de l'entreprise dont ils s'occupent, qui s'occupent des RH. Elles sont, ces responsables des relations humaines sont entre elles pour s'occuper peut-être d'elles-mêmes, sauf que le DRH en plus est au-dessus. Le DG fait partie de sa population. Est-ce que quand le DRH va pas bien, il va voir le DG pour dire bon en fait je voudrais une bulle de sécurité, j'ai des choses à dire, ou alors est-ce qu'il a des pairs derrière en fait pour pouvoir l'accompagner? Et donc en fait finalement être dirigeant c'est déjà être seul, mais alors être DRH je pense que c'est encore plus compliqué. Et donc se dire que peut-être qu'on a des choses à continuer, peut-être des choses à créer, et qu'en fait, ça serait... il y a des gens qui se disent, bon, de toute façon, on peut automatiser tous les RH et demain, on n'en a pas besoin parce qu'on a de l'IA. C'est pas vrai. L'être humain est un être de relation, encore une fois, et du coup, on a tous besoin, à un moment donné, de parler à quelqu'un. Et l'idée, c'est de se dire que le RH a besoin d'être soutenu. Et je pense que ce bouquin permet de mettre le doigt sur les choses qui sont à la fois difficiles à vivre côté RH, à la fois difficiles à vivre côté collaborateur. D'un côté, se dire peut-être que mon RH n'est pas une mauvaise personne et qu'en fait, je pourrais aussi l'aider en prenant mes propres responsabilités. Ou le contraire, malheureusement, se dire en fait, mon RH n'est pas forcément une bonne personne et peut-être que je devrais le lancer une alerte parce que c'est pas bon pour la structure. En fait, ça joue sur les deux tableaux. Oui. Après, la grande question qu'on m'a déjà posée à la fin, c'est de se dire est-ce que je dois aimer mon RH? J'ai envie de dire, c'est une question qui est tout à fait personnelle, mais à défaut de l'aimer, je pense que j'ai besoin de respecter mon RH pour que les choses se passent bien. D'accord, merci. Alors, j'ai quelqu'un qui est en train d'écrire dans le chat. Nous avons Laurent Joseph qui a fait un petit mot aussi, qui explique que les RH devraient lire ce livre car il a été écrit par des auteurs qui les aiment vraiment. C'est un effet miroir collectif qui souffle une lueur d'espoir sur le fait que leur image et la perception de leur métier peut ainsi évoluer et nous devons donc être tous ensemble ou rien. Voilà. Alors, Gaëlle, vous faites un petit mot aussi, je laisse Rebecca le lire et puis si besoin, j'en ferai mention dans le replay. Comme d'habitude, donc vous retrouverez le replay de cet échange avec Rebecca, que je remercie infiniment pour le temps qui a été accordé ce matin. Donc le replay sera dispo sur Maya Ashling cet après-midi, en fin d'après-midi, et sur YouTube également, si vous voulez le revoir. Et puis je re-regarderai voilà, les petits mots qui ont été laissés dans le chat. Je vous remercie à tous pour votre participation. Rebecca, merci encore pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. Merci beaucoup, Jessie. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt. Hein. Au revoir. Merci, belle journée. Bonne journée.